Bien, suite du cours sur les graphes. Donc on a vu la semaine dernière, ou il y a 15 jours selon votre groupe, tout le vocabulaire sur les graphes. D'accord. Et donc aujourd'hui, on va passer aux choses un peu plus sérieuses, à savoir comment on fait pour implémenter les graphes en Python. Donc je vous rappelle un peu le contexte général. Les graphes sont un objet d'une classe particulière. Donc ça veut dire que si vous avez des problèmes que vous savez traiter avec des graphes, et que vous savez implémenter l'objet graphe dans un langage particulier, alors tous les problèmes de graphe sont transposables dans ce langage particulier. Donc en gros, l'idée, c'est de vous permettre de dézoomer considérablement. Tout ce que je vous ai appris sur Python deviendra désuet si jamais on change de langage de programmation. Tout ce que vous apprendrez sur les graphes restera valide. Il suffit juste de savoir comment vous les implémentez dans un autre langage. D'accord ? Donc bien entendu, quand on fait du Python, ça serait pas mal que vous sachiez implémenter ça, ce Python. D'accord. Et on va regarder un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc en 2, implémentation au pluriel des graphes. Donc il y a 3 implémentations possibles des graphes qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients en fonction de ce que vous voulez faire avec les graphes et en fonction surtout du caractère creux ou dense de vos graphes. Je vous rappelle, un graphe creux, c'est un graphe qui a peu d'arêtes par rapport à la quantité maximale d'arêtes qu'il pourrait avoir. Au contraire, un graphe dense, c'est un graphe qui a beaucoup d'arêtes par rapport à... qui a quasiment le nombre d'arêtes maximal dans cette histoire. Alors, la première implémentation, qui est celle dont on ne se servira pas, ou très peu, c'est ce que j'appelle l'implémentation naturelle. Voilà. Alors, pour cette implémentation naturelle, je vais être obligé de vous présenter un nouvel objet sous Python qu'on appelle des sets. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est un objet assez peu utilisé en Python, mais il a le mérite d'exister. Voilà. Donc on est parti. En Python, un set est une forme de dictionnaire n'ayant que des clés et non pas de valeur. Donc en gros, vous avez que les clés dans cette histoire, vous n'avez pas de valeur associée à chacune des clés. Alors, les sets se manipulent exactement comme les dictionnaires, au détail près que vous ne pouvez pas modifier la valeur associée à une clé vu qu'il n'y a pas de valeur, d'accord, dans cette histoire-là. Et donc, en gros, un set, c'est extrêmement simple. Je vous donne juste l'implémentation, par exemple, un set, et ben, ça peut être ça, par exemple. A, B, C. Vous remarquez que ce sont exactement les mêmes délimiteurs que le dictionnaire, d'accord ? La seule chose, en fait, c'est que vous n'avez pas associé à B et à C des valeurs particulières. Vous avez juste mis des éléments dans un ensemble. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment la version la plus pure d'un ensemble de maths, c'est-à-dire une collection d'objets non indexés. Si vous parcourez cet objet, vous allez sortir les objets un par un, mais vous n'avez aucune garantie de l'ordre dans lequel ils sortent. D'accord ? C'est pas vraiment un problème. D'accord ? Voilà. Donc, en gros, ce set-là, donc, un set est itérable. Il est mutable. Mutable, non pas parce que vous pouvez modifier l'intérieur, mais parce que vous pouvez retirer ou ajouter un élément au set sans avoir à le recréer en entier, à l'instar d'une liste. Mutable et non indexé. Autrement dit, vous n'avez pas de numérotation associée aux divers éléments qu'il y a dans cet ensemble. Oui. On peut transformer un set en dictionnaire sans aucune forme de problème. Il suffit d'associer à n'importe quelle valeur, une valeur, et après il va, alors je sais plus, il va mettre des zéros partout, il va se débrouiller, ou des chaînes vides, ou nuls, je sais pas trop ce qu'il fait, mais il se débrouille, quoi. En gros, vous voyez que pour Python, comme c'est les mêmes délimiteurs, ce sera probablement quelque chose de très peu différent dans la manipulation. Donc vous avez les mêmes valeurs que pour la dictionnaire. A inset, c'est ce qu'il est dedans ou pas, etc. etc. Voilà, donc c'est pas mortel. Alors pourquoi ces trucs-là vont être très utiles? Tout simplement parce qu'en fait, vous constatez que si vous vous souvenez de la définition stricte de ce que c'est qu'un graphe, je vous rappelle qu'un graphe, c'est un ensemble de deux ensembles, un couple de deux ensembles,
Ben, en fait, c'est pas très compliqué. Implémenter un graphe de façon naturelle, c'est simplement recopier l'ensemble de ces sommets et l'ensemble de ces arêtes sous la forme de deux sets. Un set qui sera grand S, les sommets, et un set qui sera grand A, les arêtes. C'est l'implémentation naturelle des graphes. Donc en gros, c'est vraiment des ensembles au sens mathématique du terme. Donc, en gros, on peut les utiliser pour implémenter un graphe G sous la forme suivante. Alors, on va détailler les trois. S est un set contenant les sommets. A est un set qui va contenir des tuples, soit à 2, soit à 3 dimensions, en fonction de si votre graphe il est pondéré ou non. A est un set de tuples à 2 ou 3 éléments. Vous comprenez le 2 ou 3 ? D'accord ? Si c'est à 2 éléments, votre graphe n'est non pondéré, vous mettez simplement les arêtes. Si par contre votre graphe est pondéré, vous mettez les arêtes et le poids de l'arête. Et G, c'est tout simplement égal au tuple SA. Voilà. Tout bêtement. Sans difficulté majeure. Si vous voulez pouvoir modifier G au fur et à mesure, il peut être plus intéressant de mettre ça sous la forme d'une liste. Comme ça, ce sera mutable. Donc éventuellement, ça peut être plus simple de faire ça. Voilà, histoire que ça gueule pas trop sur le caractère non mutable des tuples. C'est une implémentation qu'on utilisera peu parce qu'elle est assez peu pratique, d'accord ? Mais c'est la version naturelle du problème. Voilà. Donc je vais vous donner un exemple, on va dessiner un graphe quelconque et puis on va regarder ce que ça donnerait si on devait le recopier en Python. Hein. Donc, voilà, C, D, et puis je sais pas, on va comme ça, voilà. Je fais ça au pif, hein. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas extrêmement compliqué. Vous décidez que donc S, ça va avoir quoi comme tête ? C'est pas difficile. Ça va être effectivement les chaînes de caractères A, B, C et D. D'accord. Et votre... donc, est-ce que ce graphe est de quelle nature vu le dessin que j'ai fait ? Il n'est pas pondéré et il n'est pas orienté non plus. D'accord. Alors, pour cette implémentation, le caractère orienté ou non ne joue pas énormément. C'est juste que vous devez multiplier le nombre d'arêtes par 2 si jamais vous faites ça. Enfin, voilà. Et A ici, ça va être quoi ? Tout simplement. Donc on est parti, hein. C'est un peu fastidieux, mais c'est pas mortel. Donc, effectivement, ça va être l'arête AB, tuple à 2 éléments. Ensuite, l'arête, effectivement, AC, effectivement. Ouais. Là, on est... ça va être rigolo. Ensuite, l'arête AD, si je ne me trompe pas. Et ensuite, je crois qu'il n'y en a que 4. Et il y a BC. Alors, petite préparation psychologique pour ce qu'on va faire dans 2 semaines, parce que j'ai entendu les 2 versions entre Inas et Alicia. Donc, quasiment tout le monde commence par AB, mais il y a des gens qui ensuite font BC, et il y a des gens qui ensuite font AD, ou AC, d'accord ? Donc en fait, vous avez un cerveau préprogrammé à faire ce qu'on appelle un parcours en profondeur ou un parcours en largeur. Alors, toi, tu fais ce qu'on appelle un parcours en largeur, toi, tu as fait ce qu'on appelle un parcours en profondeur. D'accord ? Voilà. C'est juste préprogrammé, c'est rigolo. Il y a toujours à peu près 2 groupes dans la classe, c'est marrant. Oui. Est-ce qu'on considère que AB et BA, c'est... Le graphe est non orienté. Donc, a priori, je le mets comme ça. Alors, la question, donc, là, c'est un premier, la question de Morgane et fait partie de plein de questions problématiques. Donc ça, c'est des trucs hyper importants. 1, l'implémentation ne vous raconte pas si le graphe est orienté ou non. C'est-à-dire que si vous regardez ça, vous ne savez pas si votre graphe il est non orienté
ou si c'est un graphe orienté où il n'y a que ces arêtes-là. Si bien sûr vous aviez AB et BA dans le truc, vous savez qu'il est orienté probablement, parce que sinon cette arête sera en double. Mais en fait, en général, l'implémentation ne vous permet pas d'être sûr de savoir si le graphe est non orienté ou pas. Oui. Ça peut être un tuple à 3 éléments, mais là il n'est pas pondéré. Pondéré, oui. Votre implémentation vous raconte la pondération. Votre implémentation ne vous raconte pas l'orientation. Enfin, peut ne pas vous raconter l'orientation. D'accord ? Donc, première chose, donc, une implémentation, cette implémentation ne dit pas si le graphe, si G, est orienté ou non. Petite remarque, vous constatez que j'ai pas mis G à la fin. Il faudrait que je le fasse quand même, si jamais vous avez envie de le manipuler. G, vous dites tout simplement que c'est SA, et puis c'est terminé, vous avez un objet qui vous permet de vous balader avec G. Ne dit pas si G est orienté ou non. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait fait la définition des graphes. Je vous ai dit, en fait, S, c'est un sous-ensemble de... Non, A, pardon, c'est un sous-ensemble de S croix S. Et j'avais rajouté ensuite une phrase qui disait, attention, il faut toujours qu'un élément de S, de A, je vais y arriver, soit un élément de S croix S. Mais ça, en fait, cette phrase, elle était un peu débile, vu que par définition, A, c'est un sous-ensemble de S croix S. Sauf que là, dans l'implémentation, en Python, vous pouvez toujours rajouter une arête qui n'existe pas, en fait. Je pourrais rajouter, par exemple, AE. Là, je pourrais l'écrire. Python n'a aucune protection contre ça. D'accord ? Alors, avec cette implémentation naïve, il n'y a pas de protection contre le fait que je rajoute une arête AE. Donc, en particulier, cette implémentation a un autre problème, c'est qu'elle ne vous interdit pas d'avoir des arêtes qui contiennent des sommets inexistants. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième problème. Cette implémentation n'interdit pas des arêtes avec des sommets inexistants. Résultat des courses, bon, on n'aime pas trop, quoi. Voilà. L'avantage de cette implémentation, c'est que, 1, elle est très naturelle. C'est vraiment littéralement la définition du graphe. 2, elle prend exactement la place qu'elle devrait prendre. Vous avez la liste des sommets, voilà. Vous avez la liste des arêtes. Petite remarque pour celles et ceux qui se posent la question, vous ne pouvez pas vous contenter dans toute implémentation de la liste des arêtes si vous avez des sommets qui sont isolés. Parce que, d'accord ? Donc en fait, la liste des arêtes, en général, ne vous garantit pas que vous avez tous les sommets. Donc vous êtes obligé d'avoir les deux. Le seul avantage de cette implémentation, c'est que d'un point de vue gourmandise d'espace, elle est propre. Il n'y a pas de problème, ça se passe relativement bien. Mais c'est tout. C'est son seul avantage. Et donc, si vous avez regardé, recopié attentivement le titre du paragraphe 32, c'était implémentation au pluriel. D'accord ? Donc, on va commencer à regarder surtout les implémentations qui sont au programme. Celle-là, elle ne l'est pas, mais c'est juste pour vous montrer qu'il existe une façon littéralement de faire un copier-coller de la définition du graphe sous Python. Petit 2. Implémentation par liste d'adjacence. Alors ici, on va se servir de quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, le nombre de sommets de votre graphe est fini. Ça, c'est pas un scoop. Et donc, vous pouvez les numéroter. D'accord ? Donc, l'idée, alors ça, c'est une première étape qui va être importante. Quand vous avez un graphe, vous avez deux choix. Soit vos sommets sont déjà naturellement numérotés. D'accord ? Auquel cas, il n'y a pas de problème majeur. Soit, en fait, vous pouvez lister les sommets dans une liste, dans l'ordre que vous voulez, ça c'est pas très très grave, mais une fois que vous l'avez fait, à chaque sommet, vous avez associé un indice, un entier. Donc ça, c'est le premier travail qu'on va faire. Donc, soit un graphe, et ces sommets, soit un graphe G, ici, et ces sommets grand S. Alors l'idée est la chose suivante, c'est on peut toujours
stocker les sommets dans une liste dont la taille sera quoi, tout simplement? Le cardinal, oui, le nombre de sommets, le cardinal de S, s'appelle comment le nombre de sommets d'un graphe? Ouais. L'ordre du graphe, effectivement. De taille, l'ordre du graphe. D'accord. Et donc, par exemple, hein, voilà. Donc, je sais pas, vous pouvez avoir A, puis C, puis B, puis D. D'accord. Donc, les sommets sont forcément dans un ordre particulier. Là, je les ai mis dans un ordre différent pour vous montrer qu'a priori, ça sort à peu près n'importe comment quand vous partez de votre set de base. D'accord. On est d'accord qu'on peut toujours faire ça? Ça, ce que ça vous raconte, c'est que vous... Alors, ce que je suis en train de vous redémontrer, c'est qu'en fait, il existe une bijection entre n et, en tout cas, une partie de n, et n'importe quel objet de taille finie et dénombrable. Enfin, c'est pas foufou ce que je suis en train de vous dire là, d'accord? Donc, en gros, ça signifie qu'on peut toujours numéroter les sommets du graphe de 0 jusqu'à l'ordre du graphe moins 1. On est d'accord? C'est bon? Tout le monde est d'accord avec ça? Ou je sais pas, vous avez l'air très dubitatif sur ce que je suis en train de faire. C'est bon là-dessus? On peut donc toujours numéroter les sommets de 0 à n-1, où n correspond littéralement à l'ordre du graphe. D'accord. Et donc, dans toute la suite, je vais considérer que j'ai fait ce travail-là, et donc je vais repérer les sommets non pas par leur étiquette éventuelle, par leur nom, mais simplement par leur numéro. Petite remarque, si vous voulez retrouver le nom de l'étiquette associée au numéro, c'est pas très compliqué. Il vous suffit d'avoir la liste qui se balade ici et de dire L de 4 c'est quoi, etc. etc. D'accord? Donc grosso modo, on va supposer dans toute la suite cette implémentation faite sous forme d'une liste. Donc cette fois, S va être une liste de sommets. Et ensuite, on va repérer les numéros de ces sommets-là. Donc, on suppose ceci fait sous la forme d'une liste que je vais appeler S, d'accord, et connu les indices. Alors les indices, je vais les appeler les indices associés à chaque sommet. Donc ce que ça vous raconte, c'est que par exemple si je reprends le graphe de tout à l'heure, si je me souviens bien, j'avais fait un truc comme ça, c'est ça? D'accord? Et bien en fait, si j'écris que S par exemple, c'est, comme je l'ai fait précédemment, A, C, B, D. D'accord? Ça vous raconte que mon graphe en fait peut être décrit par un autre graphe tout à fait équivalent, mais où à la place des étiquettes, je vais mettre tout simplement les numéros. Autrement dit, A ça va être 0, B ça va être raté, je l'ai fait dans le mauvais ordre, 2, C ça va être 1 et D ça va être 3. On retrouve bien que l'indice maximal c'est 4 moins 1, c'est-à-dire l'ordre du graphe moins 1. D'accord? Donc vous voyez qu'on ne perd pas du tout d'informations en faisant ça. On repère les sommets en les numérotant plutôt qu'en leur donnant un nom. C'est juste un étiquetage finalement de vos sommets. Une fois que vous avez fait ça, en fait, on va définir un objet qui est celui-là. On va appeler liste d'adjacence une liste telle que en fait L de I. D'accord? Alors je vais l'appeler G directement parce que ça va contenir toutes les informations du graphe mis à part le nom des étiquettes. La liste d'adjacence, ça va être une liste G telle que en fait G de I contiennent les voisins du sommet I. Et plus exactement, les numéros des voisins des sommets I. Voilà l'idée. Donc, on appelle liste d'adjacence une liste que je vais appeler G, telle que
G de I contiennent la liste des voisins de I. Oui. Oui, mais en fait, comme toutes les informations du graphe sont contenues dans la liste, au nom près, on l'appelle G aussi la liste, directement. Donc là, c'est vraiment, c'est la notation Python. Mais... je complète cette définition, plus le poids de l'arête dans le cas d'un graphe pondéré. Si le graphe est pondéré. On va faire un exemple sur celui-là, hein. On va continuer. Donc dans cet exemple-là, que vaudrait G? Alors je rappelle que les voisins, c'est ceux qui sont accessibles. Dans un graphe non orienté, ça se passe bien. Dans un graphe orienté, c'est ceux qui sont accessibles depuis A. D'accord? Ici, il n'est pas orienté. On va faire plusieurs exemples pour vous voyez comment ça fonctionne. Hein? Il n'y a plus de lettres, c'est fini. Donc, effectivement, les voisins de A sont en fait les voisins de 0. D'accord? Donc, effectivement, c'est 1, 2, 3. Vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Les voisins du sommet numéro 1, c'est tout simplement quoi? 0 et 2. Et les sommets du voisin numéro 2, c'est tout simplement 1, 0 ou 0, 1, comme vous voulez. Voilà. Il n'y a aucune... je vais mettre un 0, 1 pour vous dire qu'il n'y a pas d'obligation d'ordre particulière. C'est forcément par ordre alphabétique ou par ordre machin, on s'en fout un peu. Voilà. Et le dernier... oui. Par contre, il faut qu'on met bien dans le... on fait pour le 0, puis le 1, puis le 2. Ah oui, ça par contre, oui. Parce que c'est... d'accord. Donc là, par contre, l'ordre est important. Et il n'y a que 0, effectivement. Donc vous voyez que c'est une liste de listes. Si vous avez un graphe pondéré, ce sera une liste de tuples. Ou une liste de listes. D'accord? Vous plongez encore une fois en information. Oui. Si sur 3 j'ai une boucle, le dernier je mets 0,3. Tout à fait. Ouais, Tout à fait. Oui, j'aurais dû faire... bah, on va faire plusieurs exemples, hein, par ailleurs, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple 1. Je vais varier les exemples pour que vous compreniez vraiment pondéré, orienté, etc., etc. Par contre, je vais arrêter de mettre des lettres là-dedans, maintenant. Je vais mettre directement des numéros. On va faire ça. Donc imaginons par exemple que j'ai ça. Je vais mettre une petite boucle sur 1 comme ça. Voilà. Je vais pas faire des graphes trop gros parce que sinon ça va être chiant. C'est juste pour que vous compreniez. Donc là, vous constatez que j'ai un graphe qui est orienté, mais non pondéré. D'accord? Donc dans ce cas-là, que vaudrait G? Alors, ça ferait 2, hein, d'accord? Puisque de 0, vous pouvez accéder à 2 et à 1. Donc ici, je mettrai 1 et 2. Par contre, pour 1, je vais mettre quoi? 1 tout court. Parce que ça vous raconte qu'il y a une boucle et vous ne pouvez pas aller à 0 de 1. Et 2, je mets quoi? 0. Voilà. Et c'est terminé. D'accord? Donc n'oubliez pas le sens de voisin, qui veut dire que voisin de I, c'est que vous pouvez aller de I au voisin, et pas forcément dans l'autre sens. D'accord? Pour un orienté. Je fais un dernier exemple sur un graphe pondéré. On fait quoi? Pondéré orienté, pondéré tout court? Les deux? Les deux, allez, soyons fous. Donc je prends 0 ici. Je mets 2 là. Ah mais non, je vais changer un peu. Je vais mettre 1 ici. Je vais mettre un magnifique aller-retour ici avec 4 et 3. 2. Je vais mettre un troisième nœud là-bas. Je vais mettre 5 ici. 2 là. Et puis comme ça. Et puis 1 ici. Voilà. Pourquoi pas? Je fais des trucs au pif. Hein. C'est pas... voilà. Là, je vais mettre ça. Tiens. Les 3. Voilà. Non, je vais pas mettre 3 parce que j'ai déjà mis quelque part. Allez, 7. Voilà. Oui. Il peut y avoir deux chemins, par exemple, entre 1 et 2 qui vont de 1 vers 2. Non, un seul chemin.
Voilà, il n'y a pas d'arêtes multiples. Voilà, les arêtes multiples. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, c'est en programme pour le coup, les arêtes multiples. Voilà. Mais en général, c'est très très marginal comme utilisation. Souvent, c'est des arêtes conditionnelles en fait. C'est-à-dire, en gros, souvent, en fait, en général, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est qu'on met une seule arête, mais le poids change. Oui, voilà, c'est ça qu'il faut y avoir Voilà. avec un bruit de Ouais, ça. Donc, en fait, en gros, tu as un poids, c'est ce qu'on appelle un poids conditionnel en fonction de ce qui se passe avant. Comme Chez les s'il y avait marques, deux chemins, un plus long. c'est ça. Voilà. Donc, en fonction de ce que tu veux faire, tu peux l'implémenter avec deux chemins. Mais très souvent, voilà, donc ça, on s'arrête. Déjà, il y a déjà assez de variantes. Alors ici, que vaudrait G? Ah, si. Ça m'intéresse de voir ce qui se passe dans ce genre de cas. Alors, qu'est-ce que je mets en 0? Il y a 1 avec un poids de 2. Donc, je mets le numéro du sommet en... Alors, c'est toujours le numéro du sommet en premier. Le poids en deuxième. Vous avez le choix entre mettre... Pardon. Donc là, je vais faire exprès de mettre des tubes parce qu'en général, quand on veut changer, on modifie l'arête en entier et pas l'intérieur des choses. D'accord? Donc, voisin de 0, j'ai le sommet 1 avec le poids 2. Et j'ai le sommet 3 avec le poids 5. Voilà la liste des voisins de 0. Vous voyez donc que c'est une liste, deux tuples. À deux éléments. Ça s'arrête là. C'est pas fini, hein. D'accord. Vous voulez que je mette des couleurs pour les crochets? Ouais. On peut changer l'ordre des tuples, mais pas à l'intérieur des tuples. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus important. C'est systématiquement par convention I ici, P de I jusqu'à J ici. D'accord. Le numéro, enfin J plus exactement, pardon, J ici, et P de I jusqu'à J. Donc le numéro d'abord, le poids après, toujours. D'accord. Ensuite, on y va pour le sommet numéro 1. Quels sont ses voisins? Il n'y en a qu'un seul en fait, qui est le sommet 2 avec le poids 4. Si, c'est juste que j'ai oublié un bout. Voilà. Donc là, c'est, mieux, histoire que ce soit propre, 2, 4. Donc là, c'est une liste qui ne contient qu'un seul tuple. D'accord? Elle est comme ça. Ensuite, j'ai le 2. Le 2, alors je vais reprendre la ligne, parce que je dois m'en sortir. Le 2 contient de 2 à combien de voisins? 2 voisins. Le 1, 3 et le 0, 7. Mon troisième élément de G contient une liste. Et l'élément 3 a combien de voisins? 2. Le sommet 0 avec le poids 2. Et le sommet 2 avec le poids 1. Et cerise sur le gâteau, mon quatrième sommet a effectivement ça. Et vous mettez une liste vide. Donc petite remarque, cette implémentation-là vous permet en particulier de connaître aussi les sommets qui sont isolés. D'accord? Il suffit simplement de vérifier que vous avez une liste vide, si vous avez une liste vide ou pas dans cette histoire. D'accord? Cette implémentation, elle est très sympathique parce qu'elle est extrêmement compacte. Elle n'est pas très gourmande parce qu'en fait, cette implémentation contient uniquement le nombre d'arêtes de votre graphe. Donc en fait, le poids total plus que la taille de cet objet, par ailleurs. Donc la taille de G, c'est tout simplement l'ordre du graphe, mais le nombre d'éléments, si vous commencez à compter l'espace mémoire, c'est l'ordre du graphe, pardon, et le nombre de trucs, c'est simplement sa taille, c'est-à-dire le nombre d'arêtes que vous avez dedans. Elle n'est pas hyper pratique à utiliser. Il y a des fois, elle n'est pas très pratique à utiliser, pas forcément très pratique à utiliser, mais c'est pas mal dans ces histoires-là. Donc ce que vous verrez en TD, vous, c'est avec cette implémentation, comment on fait par exemple pour connaître le poids, le degré par exemple entrant ou le degré sortant d'un sommet. Vous voyez que là, il y a un truc sympa pour connaître le degré sortant d'un sommet, c'est hyper facile. Vous prenez le sommet et vous faites la somme des poids. Pour connaître le degré entrant de ce sommet-là, c'est ultra pénible. Par exemple, vous voyez qu'ici, le degré, ça vaut quoi le degré entrant de 1, par exemple? Ça vaut 5, d'accord? C'est tout simplement 2 plus 3. Sauf que pour avoir le degré entrant de 1, il faut scanner tous les sommets, regarder là-dedans lequel moins 1, et adosser le poids associé. Donc vous voyez que vous avez une dissymétrie entre le degré entrant et le degré sortant. Par contre, trouver le degré sortant du sommet 1, comment on fait?
bah, vous allez à l'élément 1 là, vous prenez la somme des poids et puis c'est terminé. Donc il y en a un qui est de complexité 1 multiplié par le nombre de voisins, et l'autre qui est de complexité n, parce que vous êtes obligé de vous coltiner tous les sommets du truc. Ça, c'est un énorme problème de l'implémentation en liste d'adjacence, c'est qu'en fait, il y a des opérations qui sont assez gourmandes dans cette histoire-là. Ça, c'est quelque chose que vous découvrirez en TD. Donc, votre objectif en TD, ça va être très simple, ça va être de passer d'une implémentation à l'autre, de faire des opérations sur cette implémentation, comprendre comment on fait le degré entrant, le degré sortant, savoir si un sommet est isolé ou pas, savoir si un sommet est accessible, voilà, vérifier qu'un chemin existe, par exemple. D'accord ? Si je vous dis par exemple vérifier qu'on peut aller de 0 jusqu'à 2, bah en fait, c'est pas très compliqué. Vous partez de 0, vous regardez tous les enfants de 0, puis vous regardez ensuite si vous pouvez aller à 2, etc., etc. Vous avez un truc récursif dans ces histoires-là, un peu compliqué. On est d'accord de cette implémentation-là ? Il n'y a pas grand-chose à raconter, sinon. Donc, elle peut être plus ou moins, comment dirais-je, massive en fonction des renseignements que vous avez dedans. Mais c'est pas, voilà, c'est pas mortel. Dernière implémentation, qui est celle que vous utiliserez le plus souvent parce que c'est la plus pratique, c'est l'implémentation par matrice d'adjacence. Donc la matrice d'adjacence déjà procède de la même manipulation que précédemment. On suppose donc qu'on a soit un graphe dont les sommets sont numérotés, d'accord, soit un graphe dont ils sont étiquetés et on trouve les numéros. Donc on part d'un graphe avec sommet numéroté de 0 à n-1. Et alors vous allez voir, c'est ultra simple. La matrice d'adjacence, c'est pas très compliqué, c'est une matrice, donc une liste de listes si vous préférez, ou un tableau NumPy, ça dépend de votre implémentation. Mais c'est une matrice de taille n, ou de taille n croix n pour prendre la notation des mathématiciens, telle que en fait, alors on y va, donc on appelle matrice d'adjacence, alors souvent on note M, mais vous pouvez aussi la noter G, parce que l'intégralité du graphe est représentée dedans. Matrice d'adjacence, donc là je vais l'appeler M pour que vous ayez les mêmes réflexes, mais c'est pas très grave. Une matrice n croix n, c'est ça la notation que vous utilisez en maths? Bah si c'est carré, mais n. Mettez n tout court? Ouais. Ouais, une matrice carrée, oui, c'est ça. De taille n, en fait ça prend plus de temps. Voilà, mais elle est carrée quoi. Voilà. Une matrice carrée de taille n. Telle que MIJ est égal au poids de l'arête allant de I à J. Donc là, j'écrase les trois classes de graphes dans un seul truc. Quand je dis le poids, s'il n'est pas pondéré, c'est 1. D'accord? Si c'est orienté, je dis arête à la place de arc, etc. etc. D'accord? Ça, c'est le poids de l'arête de I à J. D'accord? Et c'est 1 si non pondéré. Voilà l'histoire. Oui? Du coup, si on n'a pas de chemin entre I et J, ça fait 0. Pas d'arête directe entre I et J. Il faut se méfier. Alors, c'est pas au programme. Je vais peut-être le faire en TD. Ça peut être intéressant, plutôt comme DM. En fait, s'il n'y a pas de chemin entre I et J, ça signifie qu'il n'existe aucune puissance de M, tel que le coefficient IJ soit non nul. En fait, si tu as un chemin de taille n, ça signifie que m puissance n, le coefficient IJ de m puissance n est non nul. Tu multiplies une matrice tout simplement parce que quand tu fais la somme des poids, tu mets que des 1 par exemple, je te rappelle que le coefficient de la matrice carrée par exemple c'est la somme de tous les trucs, et donc s'il y a un chemin pour aller à un sommet k intermédiaire entre les deux, tu vas le retrouver dans la somme. Tous les autres termes seront nuls, mais ce 1 là tu vas le retrouver. Comme tu additionnes que des 1 ou des 0 si tu veux, bien sûr le coefficient va monter, c'est pas forcément 1 à l'arrivée, mais dès que tu as un 1 qui se balade sur le chemin, tu auras une contribution non nulle dans la somme de tes coefficients. Tu vois de quoi je parle ou produit matrice, c'est bon. Voilà. Produit matrice, vous savez ce que c'est ou Produit de matrice. produit matrice, vous n'avez pas encore fait? Si. Si, je sais pas.
pose des questions. Voilà. Bon, on verra, je verrai ça dans les télés. Pour l'instant, on n'est pas encore sorti les télés sur les images, et donc on a du temps avant les télés sur les graphes. Donc, s'il vous plaît, on fait des exemples et surtout on va faire quelques propriétés qui me semblent relativement essentielles. Et là, j'ai pas beaucoup de... Ah, c'est bon, j'ai le temps qu'il faut. Ok, donc on y va. Donc là, je prends exprès l'exemple d'un graphe qui est orienté, mais non pondéré. D'accord? Et un problème, c'est que je n'ai pas fini ma définition ici. C'est où, en fait, elle est en creux. Ça serait quoi le poids de l'arête de 0 à 3 ici? 0, en fait. Donc l'idée, c'est qu'en sous-jacent, ça signifie que quand il n'y a pas d'arête, ça veut dire que c'est 0, d'accord? J'ai oublié d'orienter. Allez, tiens, soyons fous. Ah, puis il faut que je fasse un truc aussi. Je vais faire ça, tiens. Voilà, je mets une petite boucle sur A pour qu'on ait tous les cas. On est d'accord là-dessus? Donc votre matrice, déjà, ça va être une matrice quoi ça? Une quoi? C'est une matrice quoi fois quoi? Je sais, c'était pas le français en PLS, je suis d'accord. Voilà. Ouais. Ça va être une matrice 5 par 5, effectivement. Alors, faites attention, cette matrice, il faut la prendre dans le bon sens. C'est IJ, c'est pour aller de I à J. Donc, on y va. Donc, ça se remplit, si vous voulez faire ça intelligemment, par ligne. Les lignes, c'est le point de départ. Les colonnes, c'est le point d'arrivée. D'accord? Alors, ça, c'est hyper important. Ligne, c'est départ. Colonne, c'est l'arrivée. Si vous avez un graphe non orienté, vous vous en foutez, mais ça, c'est une autre conversation. On va voir ça. Alors, pour 0, qu'est-ce que je remplis comme... Est-ce que déjà 0, 0, c'est une valeur non nulle? Est-ce qu'il y a une arête pour aller de 0 à 0? Non, 0. Ensuite, de 0 à 1? Non, il n'y en a pas. De 0 à 2? Donc, comme il y en a une, je mets 1. Ce graphe n'est pas pondéré, donc par défaut, je mets 1 comme poids. Le truc existe, donc c'est vraiment existence en existence. 0, 1. Parce que je peux aller de 1 jusqu'à 4 sans problème. Ensuite, je remplis la ligne 1, je peux aller de 1 à 0, manifestement. Je ne peux pas aller de 1 à 1. Et ensuite, j'ai que des 0 puisque mon sommet est, mis à part 0, enfin en tout cas, de ce sommet-là, on peut aller nulle part. Pour mon sommet 2, je peux aller uniquement à quoi? À 3, donc j'ai 0, 1, 2, 3, 4. Pour mon sommet 3, en fait, quel est le seul sommet que je peux atteindre depuis 3? 3. Donc 1, 2, enfin 0, 1, 2, 3 et 4, comme ça. Et mon sommet 4, qu'est-ce que je peux atteindre avec ce truc-là? Effectivement, je peux atteindre 0, donc je vais mettre un 1 ici. 1, 2, 3, 4. Alors, ce qu'on constate et qu'il est extrêmement important de noter ici, c'est en plus ce qui est génial avec la matrice d'adjacence, c'est qu'il y a plein de propriétés de la matrice d'adjacence qui procèdent essentiellement de la structure du graphe. Donc ça, c'est assez sympa. Alors, avant de passer aux avantages de la matrice d'adjacence, on va passer aux problèmes. C'est quoi le problème évident de la matrice d'adjacence? C'est énormément grand, d'accord? Ça consomme n carré cases, d'accord? Donc c'est bien dans un graphe très dense, parce que pour le coup, vous avez des renseignements. Mais pour un graphe creux, vous allez avoir une matrice remplie de zéros, avec quelques 1 qui se baladent au milieu de l'univers. D'accord? Donc, c'est une implémentation qui est, en termes d'espace, extrêmement gourmande. C'est le problème de la matrice d'adjacence. D'accord? Vous voyez que ce truc-là, il y a plus de 0 que de 1 dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a plus de trucs, entre guillemets, inutiles, pour contraindre le fait que la matrice est carrée, grosso modo, que de trucs utiles. Donc, on va regarder ça. Donc, M est, en termes de défaut, gourmande en espace pour un graphe creux. Je ne sais pas si vous imaginez avec l'exemple du réseau routier, où les arêtes, c'est l'intersection accessible directement depuis une autre intersection, c'est-à-dire un graphe extrêmement creux. Si vous implémentez ça par matrice d'adjacence, vous êtes juste mort. Vous avez juste un truc énorme. La taille de la matrice, hein,
si vous regardez bien, c'est l'ordre du graphe au carré. D'accord? Ce qui peut être considérablement grand devant le nombre d'arêtes, a priori. Si c'est un graphe dense, bah, c'est la même chose. Ça, il n'y a pas de problème. On y va. Alors, ensuite, on va faire les propriétés diverses et variées. Déjà, si je reprends le truc de tout à l'heure, ça, j'ai pas le noté, mais est-ce que c'est facile d'avoir le degré sortant d'un sommet ou le degré entrant? Pour avoir le degré sortant, qu'est-ce qu'il suffit que je fasse? Sortant, non. Sortant, je fais la somme des coefficients sur la ligne. Entrant, je fais la somme des coefficients sur la colonne. C'est vachement sympa. D'accord? Petite remarque, si le graphe est non orienté, quelle est la propriété de ma matrice? Elle est symétrique, effectivement. Faites attention, elle n'est pas diagonale. Elle n'est pas triangulaire. Elle est symétrique. Parce que vous pouvez aller dans les deux sens. D'accord? Donc ça, c'est une première propriété. M est symétrique si G est non orienté. D'accord? Ça, c'est la première chose. Alors, vous pouvez avoir une matrice symétrique dans un graphe non orienté. Ça vous raconte juste que, grosso modo, vous avez le même poids dans un sens et dans l'autre. À quelles conditions sur la matrice M, vous avez une trace nulle? Je vais faire comme ça. Ouais. Non, je sais pas comment ça. Mais c'est aucun. Sommet, n'a de Sommet n'a de chemin vers lui-même. ouais, de boucle. D'accord. Donc si vous n'avez pas de boucle, tous les coefficients de la diagonale sont nuls. D'accord. Si G n'a pas de boucle, les M, II sont tous nuls. Donc les M, II, c'est les termes de la diagonale. Si vous avez un graphe où les poids sont forcément positifs, ça veut dire effectivement que la trace de votre matrice est nulle. Trace, c'est bon? Je suis en terrain inconnu là? Sproch, quoi. Méfiez-vous, si jamais il y a des poids négatifs, ça ne marche pas comme théorème, puisque ça pourrait se compenser. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Degré entrant, degré sortant, c'est facile. Pour savoir si un sommet est isolé, tiens. Effectivement, ça signifie que s'il est isolé... Alors, voilà. S'il est isolé, ça veut dire que et toutes les lignes et toutes les colonnes, c'est 0. S'il est source, ça signifie que toutes les sources et toutes les lignes, effectivement, ça vaut 0. Et s'il est flow, par contre, c'est-à-dire que toutes les coefficients de sa colonne sont nuls. Donc vous voyez que la matrice, c'est hyper sympa parce que vous pouvez extraire des renseignements hyper facilement. Donc vous payez, bien sûr, le prix en espace et vous pouvez extraire extrêmement facilement des renseignements. Le théorème dont j'ai parlé tout à l'heure, je vais l'écrire dans le cours, il me semble assez important, quand même. C'est un théorème, vous pouvez le démontrer, hein, c'est pas très dur. Si il existe un chemin de taille K, de taille exactement K, d'accord, de I à J, alors ça pour vous c'est quoi? C'est le coefficient IJ de la puissance km de M. C'est plutôt le coefficient À la puissance 4. Voilà, oui. Je m'adapte à vos notations, ça ne me dérange pas. Le coefficient IJ de la puissance K est non nul. Voilà. C'est trivial pour K égale 1. Parce qu'un chemin de taille 1, c'est simplement qu'il y a une arête, d'accord? Et en fait, l'idée est la chose suivante. Si vous le faites juste pour passer de 1 à 2, je vais essayer de faire sortir le truc avec le carré. Et ensuite, c'est une démonstration par récurrence, ça se passe très très bien. En gros, s'il existe un chemin de taille 2 pour aller de I à J, ça signifie donc qu'il existe un sommet, alors j'aurais peut-être pas du K, mais c'est pas grave, un sommet P, par exemple, intermédiaire, tel que vous pouvez aller de I à P et de P à J. C'est ça, un chemin de taille 2 pour aller de I à J. On est d'accord? Quand vous allez calculer le coefficient IJ de K, en fait, vous allez faire la somme sur I et la somme sur J de tous les coefficients comme ça. Et donc, à un moment donné, vous allez tomber sur IP et sur PJ dans la somme. Vous vous souvenez de la formule de la somme? C'est la somme sur I et J. Enfin, c'est... Pardon, non.
Le coefficient IJ, d'accord, IJ là, c'est la somme sur P des MIP, MPJ. D'accord? Vous vous souvenez, c'est la formule de produit. Si jamais il existe un P tel que vous pouvez aller de IAP et de P à J, ça signifie que ce coefficient-là, il est non nul, et ce coefficient-là, il est non nul. Donc dans la somme, ça va contribuer comme un truc non nul. Tous les autres, ça va être 0. Enfin, il y en a peut-être un autre, hein, d'accord? Mais grosso modo, ces trucs-là vont contribuer comme une valeur 1 ou comme valeur le produit de leur poids, ça c'est pas très très grave. Les autres vont contribuer en 0 si jamais il n'y a pas de P entre les deux. Le résultat à l'arrivée, sauf si vous avez des poids négatifs, auquel cas c'est très très chiant, mais avec des poids positifs, ça signifie que le coefficient à l'arrivée va être non nul. Voilà, c'est ça que ça vous raconte. Etc. etc. Donc ça c'est un théorème assez important. Ça signifie que si vous voulez... Alors c'est un théorème important, mais qui en pratique n'est pas terrible, parce que le calcul du produit des matrices, c'est très lourd d'un point de vue algorithmique. Je vous rappelle quand même que c'est en le nombre d'éléments au carré, parce que c'est des sommes à chaque fois, d'accord? Donc ça fait en N4, ça fait... Voilà. Mais théoriquement, le vrai théorème, c'est que si vous voulez savoir s'il y a un chemin pour aller de I à J sur un graphe d'ordre N, eh bien, il vous suffit de calculer l'intégralité des puissances de 0 jusqu'à N de la matrice d'adjacence et de voir s'il y a un moment donné, il y a un coefficient non nul qui peuple. Alors, en fait, non, parce que si vous faites ça pour toutes les puissances de n, vous êtes à une convexité en n puissance 5, ça commence à faire beaucoup. D'accord? Surtout si n est grand. Mais dans le principe, c'est ça. Donc ça, c'est un théorème rigolo, qui est rigolo, quoi, dans cette histoire-là, dans l'utilisation de la matrice d'adjacence. Donc, pour l'instant, on va continuer les TD sur les images. Et je ne sais pas si j'insère le TD sur les algorithmes gloutons entre les deux ou pas, ou si je le fais après les graphes, de toute façon ça revient à peu près au même. Votre TD sur les graphes, en tout cas au début, ça va être tout simplement de manipuler ces implémentations pour passer de l'une à l'autre, comment on fait pour savoir ci, savoir ça, etc. etc. Donc c'est un TD qui nous occupera quand même quelques séances. Apprenez ce cours-là pour au minimum la semaine prochaine. Ou sinon dans 2 semaines, il est possible que, comme j'ai des séances de télé que je fasse un espèce de glissement bizarre. Voilà.